Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 18h. Il est temps de retrouver l'actualité de ce 7 avril. Et au sommaire, ce soir, clap de fin sur la session trimestrielle du conseil départemental. Les élus sont largement revenus sur la gestion de l'eau, la santé ou encore la rectification du budget voté en décembre. Demain, de nombreux sites touristiques rouvrent pour la saison 2023. Parmi eux, le parc de Pierrebrune, 40 000 visiteurs l'an dernier. L'équipe du site se prépare à battre ce record établi en 2022. Et enfin, un concours d'éloquence réservé aux personnes bègues. 14 candidats, une vendéenne et un objectif, montrer que le bégaiement n'empêche pas d'être un brillant orateur. Je vous le disais en titre, ce midi, le conseil départemental a mis un terme à sa session trimestrielle. Les élus réunis en son siège sont revenus sur plusieurs sujets. Les infrastructures routières, la santé avec le souhait de développer un partenariat et un internat avec le CHD de La Roche-sur-Yon, l'éducation, mais aussi le budget qui était au cœur des discussions de ce nouveau rendez-vous. Conformément à nos engagements, il faut que nous continuions à nous adapter à cette Vendée qui bouge, à cette Vendée qui a besoin de garder son dynamisme. Et pour nous, il était important que nous puissions rectifier par rapport à ce que nous avions prévu au mois de décembre et que nous continuions à investir pour l'avenir de la Vendée. Demain, le parc de Pierrebrune va rouvrir ses portes pour une toute nouvelle saison. Une zone d'attraction bien connue dans le sud Vendée. Plusieurs générations de jeunes se sont succédées depuis son ouverture en 1959. La saison dernière, le site a même signé une saison record de 40 000 visiteurs. Aujourd'hui, le parc de 5 hectares fait donc vivre 50 personnes. Grégoire de Châtillon vous présente ses saisonniers et cet endroit prêt pour la saison touristique. Vas-y, tu peux mettre les gaz ? Non, doucement, déjà. Le directeur du parc vient s'assurer que ces attractions soient prêtes pour l'ouverture. Vas-y, lance au niveau 2. Le carrousel des chaises volantes est opérationnel. Passe à 3. C'est l'une des attractions phares du parc de Pierrebrune. Et stop net. On est sur la partie finition des travaux, préparation des attractions. Donc leur contrôle a été effectué, leur vérification, leurs améliorations si nécessaire en fonction de ce que l'on a noté avec tous les opérateurs et puis les chefs d'équipe. Et donc là, en fin de compte, on est sur maintenant la finition puisqu'on n'est pas loin de l'ouverture. Donc nettoyage des allées, tonte des pelouses. Et puis ensuite, les derniers détails qui nous apparaissent, si jamais on les a loupés, à ce moment-là, on intervient rapidement. Comme un bon nombre de sites touristiques, ce parc de loisirs ouvrira ses portes ce samedi. C'est un grand week-end de Pâques qui s'annonce. C'est également le début des vacances scolaires pour la zone A. Alors, tout doit être prêt. Je suis en train de protéger les câblages des ponts suspendus qui passent au-dessus de la rivière afin d'assurer la sécurité et que les gens ne se prennent pas les pieds ou les mains dans les câbles pour éviter qu'ils se blessent. Thomas est très polyvalent, ici un coup de main pour déplacer la machine à pop-corn. Un peu plus loin, vérification des embarcations. Pendant ce temps-là, Emmanuel, lui, surveille les structures gonflables. Niché au cœur du massif forestier de Mervan-Vouvant, le parc de Pierrebrune, qui reçoit dans ses bonnes journées jusqu'à 1000 visiteurs par jour, ne doit rien laisser au hasard. Au niveau des panneaux, t'en es où alors ? Oui, j'ai fini. T'auras fini avant ? Et moi, c'est le dernier à mettre là. Ok, il te reste un petit peu de temps au niveau de l'allée là ? Une pression avant l'ouverture également sous ce chapiteau, monté il y a seulement 3 semaines. Un chapiteau qui s'apprête à accueillir un spectacle autour de la fée Mélusine. C'est la grande nouveauté du parc pour cette année. Dernier réglage, le parc de Pierrebrune, situé à Mervan, a reçu 40 000 visiteurs en 2022. Le SDIS, la préfecture et l'association Visov s'associent pour lutter contre la désinformation et les fausses nouvelles sur les réseaux sociaux. Pour cela, un genre de brigade de veille numérique va voir le jour. L'objectif, aider les collectivités et les administrations à mieux communiquer lors d'une crise. Dans une crise, ce qui est essentiel, c'est de communiquer, et notamment de communiquer auprès de ceux qui sont concernés par la crise. Donc c'est d'informer la population via les réseaux sociaux sur ce qui se passe autour d'eux et surtout sur les messages, enfin de donner des messages d'information et de précaution pour les aider à avoir les bons réflexes. Voilà, donc c'est une fonction de veille et une fonction d'accompagnement dans la gestion de la communication de crise.
Depuis lundi, les pêcheurs vendéens ont repris la mer, terminé l'opération filière morte entamée le 30 mars dernier. La décision ne s'est pas prise de gaieté de cœur, puisque les professionnels militent toujours contre une décision du Conseil d'État. Le 20 mars, l'institution a demandé au gouvernement de fermer certaines zones de pêche afin de protéger les dauphins. Et depuis la visite la semaine dernière d'Hervé Berville, secrétaire d'État chargé de la mer, rien de nouveau et pas de communication du ministère, selon le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Il était ce matin sur le plateau de la matinale. On n'a pas de nouvelles. Il y avait 2 sujets qui ont été traités. Un sujet européen sur les aires marines protégées. Celui-ci a été levé par le secrétaire à la pêche européen dimanche dernier. Donc là, il n'y a pas de sujet, mais on n'était pas très inquiets. Ce qui nous inquiétait plus, c'était l'injonction du Conseil d'État pour la fermeture de pêche dans les zones où il y a des cétacés. Et donc, le ministre est venu. On devait avoir la première ministre, mais on n'a pas eu de nouvelles de ce rendez-vous-là. Et puis clairement, depuis une semaine, on n'a pas d'infos. Les marins ont repris la mer parce que forcément il faut qu'ils gagnent leur vie, parce que c'est la semaine de Pâques et qu'il y a besoin d'approvisionnement, mais malheureusement le sujet n'est pas réglé. Donc le dossier est toujours ouvert et sur la table et sur le haut de la pile. Exactement, et le gouvernement a 6 mois pour fermer ces zones de pêche, donc forcément ça va revenir sur la table des négociations, et pour le moment on n'a pas bougé d'un centimètre depuis jeudi dernier. Et puis toujours à propos du Conseil d'État, notez que celui-ci vient de se prononcer à propos de la statue Saint-Michel. Le Conseil d'État rejette le pourvoi de la ville des Sables-d'Olonne. La sculpture installée en 2018 doit donc être retirée au nom de la séparation de l'Église et de l'État. Demain, 14 candidats vont s'affronter à Nantes pour la 2e édition du concours L'éloquence du bégaiement. Parmi les volontaires, Mathilde Sachot, son souhait et celui de l'épreuve, montrer que les bègues peuvent être également de bons orateurs. Et c'est aussi une manière de se dépasser quand les mots deviennent un fardeau. Alix Lanos a suivi les préparatifs. Nous avons des complexes qui nous travaillent, qui nous embêtent, qui nous emmerdent en fait. C'est la dernière séance de coaching avant la demi-finale du concours L'éloquence du bégaiement. C'est l'orthophoniste de Mathilde qui lui a conseillé de s'y inscrire. Depuis plusieurs semaines, la jeune femme de 23 ans est accompagnée pour travailler son élocution, mais aussi son argumentation. Chaque mercredi, par petits groupes, ils s'écoutent et s'entraînent. D'un point de vue personnel, je pense que ça peut me faire progresser, mais aussi d'un point de vue humain et d'un point de vue aussi de mon élocution et de l'acceptation de mon élocution. Encadrés par des orthophonistes et anciens participants au concours, ils sont 14 candidats d'horizons très divers à se préparer pour monter sur scène, donner vie à leurs mots et surmonter leur bégaiement. Il n'y a pas de bégaiement qui se ressemblent. Ils ont tous un bégaiement différent. D'ailleurs, certains bégaiements ne s'entendent pas. Ça s'appelle le bégaiement masqué. Mais c'est quand même des personnes qui en souffrent dans leur prise de parole. C'est un défi qu'ils se lancent pour prendre la parole en public et prouver qu'ils sont capables d'être éloquents, même s'ils ont un bégaiement. Donc c'est aussi une promotion de la différence du bégaiement pour se prouver à soi-même et aux autres qu'ils sont capables de le faire. Ancien participant, Géraud est aujourd'hui coach et membre de l'organisation de ce concours qui a changé beaucoup de choses dans sa vie. Avant le concours, j'écrivais pas, je parlais pas en public, je me sentais pas du tout dans la peau d'un orateur. Quand on bégaye, parfois chaque mot, chaque prise de parole est un peu un défi. Et là, dans ce concours, la chance qu'on a, c'est que c'est un challenge où on est hyper accompagné et où on prend le temps de faire les choses et où c'est pas à pas qu'on monte les marches. Ça n'empêche que la prise de parole devant 400 personnes, ça reste extrêmement difficile. Les 14 candidats affronteront le public et le jury lors de la demi-finale ce samedi 8 avril à Nantes. Ils s'affronteront surtout eux-mêmes en surmontant leur peur et en assumant leur bégaiement. Antoine, tout le monde a bien vécu. Petit, il fait ses devoirs bien à l'avance. Allez, un petit mot de patrimoine. À Fontenay-le-Comte, un timbre à l'effigie de l'église Notre-Dame de l'Assomption vient d'être édité. Une création à l'initiative de l'amicale philatéliste et cartophile fontenaisienne des Amis du patrimoine pour fêter les 600 ans de l'édifice. Le timbre est tiré à 705 000 exemplaires et sera disponible à l'achat le 11 avril en mairie. Il s'agit d'une création de l'illustrateur et artiste Stéphane Imbert-Basset d'après les photos de Louis Cazobon.
C'est extraordinaire d'avoir un timbre. Il y a énormément de postulants. Dans la série Patrimoine, la Poste émet 4 timbres tous les ans. Nous avons été sélectionnés. Je pense que le fait qu'un édifice ayant 600 ans, ce n'est pas si courant. L'objectif de nous tous réunis est de faire rayonner la ville. Effectivement, mise à l'honneur de l'édifice et de la ville à travers un anniversaire, un chiffre rond, 600. On n'aura pas l'occasion tous les jours de fêter les 600 ans de l'église Notre-Dame. Je ne suis pas collectionneur philatéliste, mais je suis venu acheter 2 planches de timbres, des cartes postales que je vais m'empresser d'envoyer. C'est une église et c'est assez rare quand même. On n'en trouve pas tous les jours. Et il y a aussi, on voit le détail des statues un peu en haut. Et sinon, la façade de l'église. Donc, elle est très belle, cette église. Et on peut avoir un tampon qui a lieu que ce week-end-là, quoi. Et qui après est détruit. Donc c'est le côté rare du tampon qui nous attire sur ce genre d'événement, quoi. Un timbre au prix d'1,16 € l'unité, il sera destiné à la lettre verte. Et puis ce soir, c'est le début du Challenge Club de la 50e édition du tournoi de Montaigu. Cette année, 8 équipes s'affrontent pour succéder à l'AS Saint-Etienne. Le club vient d'ailleurs défendre sa couronne et est opposé ce soir à Rennes. Dans les autres matchs, Lens-Bordeaux, Lyon, sélection de Vendée et le seul club étranger, Anderlecht, affrontera Nantes. Enfin, dernier mot de météo avec les températures de ce week-end. Il fera frais au lever du jour, 4 puis 8 degrés dimanche. Les températures vont continuer d'augmenter au fil de ce repos pascal, 9 degrés lundi matin. Dans l'après-midi, vous le voyez sur votre écran, de 15 à 14 degrés selon les jours. En tout cas, le soleil va dominer. Il sera quand même accompagné de quelques nuages pour tout le week-end. C'est ainsi que s'achève cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve dès mardi pour de nouvelles actualités en direct de la Vendée.